Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici tout d'abord les titres de cette édition. Nouvelle encourageante en Irak avec la libération de la ville de Ramadi, une victoire à mettre au crédit de l'armée irakienne face aux extrémistes de Daesh. Les dirigeants du Japon et de la République de Corée saluent l'accord sur les femmes de réconfort. Les membres de l'Organisation mondiale du commerce conviennent d'abolir les subventions à l'export dans le secteur agricole. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015, selon le département chinois du commerce. La Banque centrale de Chine publie une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires. Nous débutons avec le Moyen-Orient où un commandant irakien a déclaré que les forces antiterroristes avaient hissé le drapeau national au-dessus du complexe du gouvernement central dans la ville de Ramadi, dans le centre de l'Irak, un jour après que l'armée eut déclaré victoire sur les combattants du groupe État islamique ici. Le même jour, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a salué les combattants qui ont repris la ville et s'est engagé à libérer Mossoul prochainement. Les forces antiterroristes irakiennes ont hissé le drapeau irakien au-dessus du complexe gouvernemental à Anbar pour y afficher le nom du pays et écrire une nouvelle date dans l'histoire. Nous venons libérer Mossoul et ce sera le coup final et fatal porté à Daesh grâce à l'unité et la grandeur de notre peuple. La victoire à Ramadi intervient après la reprise d'un barrage clé sur la rivière de l'Euphrate en Syrie voisine par une alliance entre les rebelles arabes et kurdes. Il s'agit du premier triomphe majeur des forces entraînées par les Américains depuis son effondrement après un assaut des militants du groupe État islamique il y a 18 mois. Des poches d'islamistes demeurent dans la ville, mais l'armée a déclaré qu'elle n'était plus confrontée à aucune résistance. Ramadi est la capitale d'Anbar, la plus grande province d'Irak, qui est un important carrefour commercial connectant les pays voisins que sont la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Anbar borde également les provinces irakiennes de Salahuddin et de Nineveh, toutes étant actuellement aux mains du groupe État islamique. Un analyste politique irakien estime que la victoire à Ramadi revêt une importance cruciale. La reprise de Ramadi a une signification sous deux aspects, stratégiques et spirituels. Sur le plan stratégique, cela réduit les possibilités de déplacement et d'approvisionnement du groupe extrémiste. Et cela implique également une victoire spirituelle sur ce groupe extrémiste, car la province d'Anbar est considérée comme l'une des régions les plus importantes aux mains du groupe État islamique. Lors d'un point de presse lundi dernier, le ministre russe de la Défense a indiqué que les frappes aériennes avaient détruit 556 cibles terroristes au cours des 3 derniers jours. Depuis le 25 décembre, soit depuis 3 jours, les forces aériennes russes ont envoyé un total de 164 avions de combat et détruit 556 cibles terroristes dans les gouvernorats d'Alep, d'Idlib, Latakia, Hama, Homs, Damas, Der Ez-Zor et enfin Raqqa. Le général de corps d'armée a par ailleurs rappelé qu'avec l'aide des forces aériennes russes, les forces gouvernementales syriennes poursuivaient leur offensive contre le groupe État islamique et réalisaient des avancées significatives à Alep, Latakia et à Damas. À présent, les forces gouvernementales syriennes avancent progressivement vers le bastion du groupe État islamique, Raqqa, tout en poursuivant leur offensive sur Ghouta, située dans la banlieue est de Damas. La Russie a lancé sa campagne de frappes aériennes en Syrie le 30 septembre dernier. L'armée russe mène ses opérations depuis sa base aérienne, située dans la province côtière syrienne de Latakia. Des navires de guerre russes sont également positionnés en mer Méditerranée et des bombardiers longue portée décollent depuis leur base située en Russie. Les dirigeants du Japon et de la République de Corée ont salué ensemble l'accord sur les femmes de réconfort. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré espérer que cela soit l'occasion pour les deux pays d'entrer dans une nouvelle ère. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a quant à elle souligné que l'important était que le Japon respecte ses engagements.
Les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la République de Corée ont annoncé la signature de cet accord qui met fin à un différend historique. Le ministre japonais a déclaré que son gouvernement ressentait une profonde responsabilité pour les agissements du Japon pendant la guerre. Au titre de Premier ministre du Japon, le Premier ministre Abe exprime à nouveau ses plus sincères excuses et remords à toutes les femmes qui ont subi ces expériences incommensurables et douloureuses et souffert de blessures physiques et psychologiques incurables en tant que femmes de réconfort. Le ministre sud-coréen a détaillé les conditions à remplir pour aller de l'avant. La République de Corée confirme, aux côtés du Japon, que la question est résolue de manière finale et irréversible avec cette annonce, à condition que le gouvernement japonais prenne comme il se doit les mesures. La ville de Séoul a par ailleurs annoncé qu'elle allait déplacer une statue symbolisant les femmes de réconfort, actuellement installée devant l'ambassade du Japon. Les historiens estiment que des centaines de milliers de femmes ont été réduites en esclavage sexuel par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la plupart dans la partie continentale de Chine et dans la péninsule coréenne. Seules 46 femmes identifiées comme étant des victimes sont encore vivantes en République de Corée. Elles ont toutes dépassé les 80 ans. L'accord est un tournant pour les relations entre Séoul et Tokyo, entravées par ce contentieux depuis des décennies. Si le Premier ministre japonais a salué l'accord, la présidente sud-coréenne s'est montrée plus réservée. En allant de l'avant, le Japon et la République de Corée vont entrer dans une nouvelle ère. J'espère que cela sera l'occasion pour les deux pays, le Japon et la République de Corée, d'unir leurs forces et d'ouvrir la voie vers une nouvelle ère. Afin de restaurer la dignité et la réputation entachée des femmes de réconfort, ainsi que de soigner les blessures de leur corps à travers l'accord, je pense qu'il est de première importance que le gouvernement japonais prenne rapidement et sincèrement les mesures décidées dans le cadre de l'accord. Lors d'une conversation téléphonique avec Shinzo Abe, la présidente Park a déclaré espérer que l'accord amène à une plus étroite coopération avec le Japon, afin d'ouvrir une nouvelle relation bilatérale et de bâtir la confiance. Mais pour de nombreux Sud-Coréens, l'accord ne stipule pas clairement la responsabilité juridique envers les victimes, qu'ils souhaitent voir le Japon reconnaître. L'accord pour régler le contentieux concernant les femmes de réconfort, ces femmes qui ont servi d'esclaves sexuels lors de la Seconde Guerre mondiale, divise le Parlement sud-coréen. Cet accord est soutenu par le parti au pouvoir, le parti Sae-Nouri. Le porte-parole du parti, Lee Jong-woo, a déclaré que ce compromis avait été conclu en accord avec le principe que les victimes verront leur honneur restauré et leurs blessures guéries. Lee Jong-woo a ajouté que cet accord était une avancée car il signifie que le gouvernement japonais admet ses crimes de guerre. Cependant, l'opposition, soutenue par plusieurs groupes de défense des droits civiques, a rejeté cet accord car elle souhaite que le gouvernement japonais endosse l'entière responsabilité judiciaire. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec une page économie. Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ou OMS se sont mis d'accord pour abolir les subventions aux exportations agricoles à partir de ce mois-ci, après 5 jours de discussion à Nairobi. Ils ont néanmoins échoué à progresser sur les négociations du cycle de Doha qui visent à abaisser les barrières commerciales mondiales et qui sont depuis très longtemps dans l'impasse. Les 162 pays membres de l'OMC, qui se sont réunis pour la première fois en Afrique, ont annoncé avoir conclu un accord sur la question des subventions à l'exportation des produits agricoles. Les pays développés devraient à présent mettre immédiatement fin à leur aide, alors que de leur côté, les pays en voie de développement devraient le faire à partir de 2018. La décision d'aujourd'hui résout la question une fois pour toutes. Elle supprime les distorsions que ces subventions provoquent sur les marchés agricoles en aidant à rendre les règles du jeu équitables pour les agriculteurs et des exportateurs des pays développés et moins développés. Puis-je à présent proposer que la conférence ministérielle adopte le projet de déclaration ministérielle, les 3 projets de décision soumis par le Conseil général et le projet de décision sur l'agriculture et sur le coton. Comme référé à la partie 2 de la déclaration ministérielle, cela est d'adopter. La réunion a néanmoins été éclipsée par les divisions entre les pays riches et les pays pauvres
sur la manière de donner suite à l'agenda de Doha. Le cycle de Doha sur les négociations commerciales s'est tenu dans la capitale du Qatar en 2001, en ayant pour objectif d'aider les pays en voie de développement à croître en bénéficiant d'accès commerciaux améliorés. Mais depuis cette date, les pays industrialisés et ceux en voie de développement ont échoué à se mettre d'accord sur le niveau des réductions des taxes douanières portant sur les produits industriels et sur les subventions agricoles. Nous avons réalisé quelque chose de remarquable aujourd'hui dont nous devrions tous être fiers. Merci au Kenya, merci à l'Afrique, merci au multilatéralisme et au système commercial multilatéral. La conférence de Nairobi a également fixé un agenda pour la mise en place d'un accord visant à mettre fin aux taxes douanières sur 201 produits de haute technologie pour une valeur de 1,3 milliard de dollars par an. Deux nouveaux pays, le Libéria et l'Afghanistan, ont officiellement rejoint l'OMC lors de ce sommet. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015 et réalise de bonnes contributions au développement économique général, selon le département du commerce extérieur du ministère chinois du commerce. Le commerce général, les entreprises privées et les produits électromécaniques ont connu une croissance positive à l'exportation. À notre satisfaction, nos entreprises privées ont surpassé les entreprises à investissement étrangers dans les exportations du pays pour la première fois, de 7,3% en 2001 à 44,9%. Je veux insister sur le fait que les exportations sont responsables de l'emploi direct ou indirect de 180 millions de personnes et qu'elles créent 18% du revenu national. Citant des données de l'Organisation mondiale du commerce, le ministère a affirmé que les exportations chinoises étaient bien meilleures que celles de toutes les autres économies importantes de janvier à octobre, avec une part du marché international s'élevant de 12,4% en 2014 à 13,2% en 2015. De janvier à novembre, la baisse des prix du pétrole brut, du minerai de fer, du soja, du cuivre et des importations de gaz ont fait économiser 182 milliards de dollars, ce qui a permis aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité. Le ministère dit que la Chine est la plus grosse nation commerciale du monde. Son volume d'exportation représente 392 milliards de dollars, soit davantage que la seconde puissance commerciale, les États-Unis. Le secteur chinois de la logistique continue de se développer rapidement selon des données récentes publiées mardi. Cependant, les analystes disent que malgré un bond de la demande de transport de marchandises, le secteur a toujours besoin de réduire ses coûts pour élever sa marge de profit. La livraison de marchandises en Chine a poursuivi son expansion pendant les 11 premiers mois de 2015. Le total des marchandises livrées a atteint les 200 000 milliards de yuans, soit près de 6% d'augmentation. Tandis que le transport des marchandises industrielles a maintenu une croissance stable, les produits et les services de consommation ont pris de la vitesse. La livraison a atteint un pic à plus de 10% en atteignant 27 000 milliards de yuans. Les revenus du secteur de la logistique n'ont cependant pas suivi cette augmentation. Les revenus totaux pendant la même période étaient d'environ 9 000 milliards de yuans, soit une augmentation de 4%. Et a cru à la même vitesse que pendant les 10 premiers mois. Les analystes disent que le principal contributeur au résultat net, le commerce des marchandises, traverse un moment difficile. Les frais de livraison demeurent dans une situation morose, principalement tirés par l'assouplissement de la demande de marchandises. Le secteur de la logistique est toujours dans une position de marge à profit bas et de coûts élevés. La conférence centrale sur le travail économique de la semaine dernière a souligné que réduire les coûts est l'une des tâches requises pour développer l'économie. Le directeur He affirme que les coûts du secteur chinois de la logistique sont plutôt élevés, représentant environ 10% du total annuel de la production du pays. Le secteur de la logistique devrait améliorer la qualité et la valeur de son service pour devenir profitable. Dans les pays développés, le niveau d'inventaire est inférieur à 5%, tandis qu'en Chine, il atteint près de 10%. Donc dans cette perspective, il nous reste beaucoup à faire pour réduire les coûts et déstocker l'inventaire. Et voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions a fini à 3730,41 points, en hausse de 0,84%. Et l'indice des actions PA a clôturé à 418,10 points, en hausse de 2,53%.
L'indice de la bourse de Shenzhen des actions a fini à 2438,09 points, soit une hausse de 0,95%, et l'indice des actions P a clôturé à 1301,63 points, en hausse d'1,68%. La bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,58% mardi, encouragée par la stabilisation des marchés boursiers chinois et des cours du pétrole. L'indice Nikkei a gagné 108,88 points. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en 3 catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1000 et 200 000 yuan par année. Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur, mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.